Bon, je vais vous présenter une application qui s'appelle Job Coaching, qui est une application qui est là pour augmenter vos chances de trouver un emploi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avancer les slides? Donc elle adresse un problème qui un certain nombre d'entre nous ont rencontré, qui est celui de trouver un emploi et de rester motivé quand ça a du mal à venir. La problématique, c'est que on n'est pas suffisamment encadré. Pôle emploi, les conseillers Pôle emploi n'ont pas suffisamment de disponibilité pour vous motiver et pour vous relancer dans votre recherche. Intervenez en arrière. Non, c'est bon, allez. Donc, la solution, c'est quoi? C'est le Job Coaching. C'est une application sur smartphone qui permet de vous entraîner et de vous motiver pour progresser, pour affûter votre candidature. Alors, qu'est-ce que ça offre comme fonctionnalité précisément? Ça permet d'aller à la rencontre des personnes localement dans ma ville qui vont m'aider pour affûter ma candidature. Ça va permettre de participer à des événements qui sont organisés par des associations locales. Ça permet aussi, ça envoie des notifications, donc ça rappelle à l'utilisateur qui doit mener une action qui est dans la to-do list qui apparaît. Et puis ça présente une progression, donc ça motive le demandeur d'emploi puisqu'il voit sa progression, puisqu'il valide les tâches qu'il a déjà réalisées et que l'application lui en propose d'autres pour progresser dans sa recherche d'emploi. Alors concrètement, comment ça se présente? Je passe la main à Pascal. Ouais, alors comment ça se présente? Donc c'est une application qui va bien vouloir quand elle va bien vouloir se charger. Merci la vie. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc elle va chercher, vous allez vous loguer par exemple avec votre profil LinkedIn, elle va renseigner directement deux informations: votre secteur d'activité où vous recherchez un emploi, où vous cherchez quelque chose, et il y a aussi votre position géographique. Ensuite, notre serveur va alimenter une liste de tâches qui vont vous aider, qui sont, nous on garantit, qui vont vous aider à rechercher, à trouver un emploi. Ces tâches-là, vous allez pouvoir les marquer comme accomplies. Vous allez pouvoir aussi, on va vous suggérer un événement qui va être lié à la poursuite de cette tâche-là. Et on va vous montrer aussi le nombre de personnes que nous connaissons qui sont intéressées. Ça veut dire qu'il y a un aspect social. Vous ne serez pas tout seul, par exemple. Si on vous propose un atelier de préparation, un programme, vous savez qu'il y a 42 personnes qui sont susceptibles d'être là avec vous. Vous ne serez pas tout seul. Et vous avez directement, vous pouvez directement aller sur l'agenda et vous inscrire. Voilà, donc ça c'est les premiers écrans de l'interface qui a permis de concrétiser l'usage de ce coach virtuel. Alors le marché, vous le connaissez, c'est un super marché sans mauvais jeu de mots, et c'est malheureusement 5 millions de demandeurs d'emploi, dont 2,4 millions de demandeurs d'emploi longue durée qui ont besoin d'être motivés. Alors, notre business plan, qu'est-ce qu'on prévoit? On prévoit 130 KE par an de charges fixes parce qu'on est sur 3 personnes et des coûts de communication et des coûts d'infrastructure qui peuvent être assez conséquents pour adresser le marché. Les recettes, qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu que notre client Pôle emploi nous verse 1 € par mois et par demandeur d'emploi inscrit avec son code Pôle emploi dans l'application, et que Pôle emploi nous verse une prime de 50 € par demandeur d'emploi qui trouve un emploi. Donc en faisant des simulations, on a la première année 300 KE, donc on voit que dès la première année, on atteint la rentabilité. Et l'année suivante, on estime que 30 000 users, c'est une infime partie, c'est 0,001% des chômeurs.
et des perspectives. Je remercie toute l'équipe ici, avec qui on a bien œuvré et on a pivoté plusieurs fois pour en arriver à ça. Il y a les suivants qui font des autres machins. Merci, je laisse la parole au jury. J'ai pas compris en quoi votre solution était du coaching plus que la numérisation finalement d'une offre ou de la liste d'événements qu'un Pôle emploi peut offrir. Excellente question. En fait, c'est du coaching parce que c'est un accompagnement. La liste, elle est dynamique. Elle est basée à la fois sur le tissu socio-économique et différentes informations qu'on va pouvoir récolter ailleurs que dans votre profil et les agréger. Par exemple, typiquement, je cherche un travail dans l'informatique. Quelles sont les associations d'informaticiens qui font de temps en temps des réunions pour se retrouver autour de la technologie? Je vais vous proposer ça. Vous allez monter en compétences. Ça va forcément vous aider dans votre recherche d'emploi. Vous, l'informaticien. Si par exemple je suis dans un autre domaine d'activité, je pourrais aller à un autre salon ou à croiser d'autres formateurs, par exemple, eux aussi sont une cible qui ont intérêt à me rencontrer de cette façon-là. La valeur ajoutée, elle est là. Elle est dans la liste d'événements et de tâches qu'on va vous pousser régulièrement. Ça va être animé, ça scrolle, vous y participez bien. Quand vous y participez, vous cochez, ça vous donne un genre de bonus, des points, mais au moins ça vous fait progresser. Vous avez l'impression de faire quelque chose. Enfin, vous savez que vous faites quelque chose, c'est pas une impression, vous en êtes sûr. Et donc, c'est là qu'on vous apporte quelque chose. Alors, c'est pas forcément du coaching à proprement parler. Parce qu'il n'y aura pas forcément quelqu'un au bout du fil qui va vous dire oui, vas-y, t'es super bon. Par contre, c'est un accompagnement, ça c'est certain. On va vous accompagner, vous ne serez pas tout seul, et on va vous accompagner, vous, avec des informations qui vous concernent, vous. A priori, votre client, c'est Pôle emploi. Il en pense quoi? Ça serait bien d'avoir pu aller le voir avant. Ça aurait été bien qu'on ait pu aller le voir. Maintenant, c'est une première piste de modèle économique. Je pense qu'il y en a d'autres, effectivement, qu'on a besoin de mûrir. Mais on pense qu'on leur fait gagner beaucoup d'argent avec notre application. Donc on se demande pourquoi ils refuseraient d'utiliser, tout simplement. Et puis, c'est déjà une pratique que Pôle emploi réalise, puisque il a mené 50 conventions de partenariat avec d'autres startups pour l'aider, pour démultiplier sa démarche. Les acteurs locaux que les coachés vont pouvoir contacter, c'est qui en fait? C'est des associations, il y a des associations de chercheurs d'emploi. Il y a des bénévoles qui se réunissent et qui créent dans chaque ville. Il y a des associations de chercheurs d'emploi. Ça peut être l'APEC, ça peut être des associations sectorielles liées à des métiers qui organisent des événements, qui les publient sur des réseaux sociaux, LinkedIn ou autres. Et l'application vient les collecter, ces événements dans la ville, et vient inciter le demandeur à aller à la rencontre de ces. D'accord. Rappelez-moi la taille de l'équipe. Vous avez prévu 3 personnes. 3 personnes? Ça fait quand même beaucoup de networking à faire, hein, tout ça. Il y a un bizdev, il y a un aspect bizdev. C'est fini les questions, c'est ça? Ouais, c'est bon, merci beaucoup. Merci de le coaching. Merci beaucoup. Bonjour à tous, ravi d'être ici. Donc, je vais vous présenter le projet sur lequel nous avons travaillé avec toute l'équipe, qui s'intitule CAR, évitons les surprises au garage. Alors, en France, il faut savoir qu'on dépense près de 3 300 € par an dans son véhicule. Parmi ces frais, donc le poste le plus important, c'est l'essence, bien entendu, le carburant. En deuxième position, on trouve l'assurance et enfin les frais d'entretien que nous réalisons dans nos garages. Je ne sais pas vous, mais moi, mon garage, je déteste aller au garage. À chaque fois, ça se passe de la même manière. Je dépose mon véhicule à mon garagiste et je reçois un petit coup de fil 1 heure et demie plus tard du garagiste qui me rappelle, qui me dit « Monsieur, on a regardé votre voiture, alors il y aurait potentiellement les plaquettes de frein, les pneus à changer, il y a toujours quelque chose. » On me pose la question, très bien, mais il y en a pour combien? Mais en fait, la question, elle est un peu bête, puisque dans tous les cas, nous allons engager des frais. Nous, CAR, on vous propose une solution à ça. Nous souhaitons numériser le carnet d'entretien du véhicule, tout d'abord, qui contient des informations clés, telles que les usures d'une pièce et les entretiens récurrents à réaliser. En couplant ces informations
avec la facture. Il y a une faute dans le PowerPoint. Nos factures de notre véhicule, nous avons des informations extrêmement pertinentes sur ces factures, à savoir la date des travaux, l'objet, le kilométrage au moment de la réparation et bien entendu le coût. En regroupant ces informations, qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de connaître le coût réel de notre véhicule, tout d'abord. Pouvoir anticiper les frais, quels vont être les prochains frais sur mon véhicule. Et enfin, pourquoi pas potentiellement nous aider à trouver le meilleur garage à proximité. Comment ça se passe? On rentre sur la plateforme CAR, on s'identifie par la plaque d'immatriculation. On a les caractéristiques de notre véhicule, on peut commencer à saisir les factures. Bien entendu, à chaque fois avec les 4 informations clés, la date, le prix, le kilométrage et le conduit. Le conduit à travers des petits pictogrammes qu'on peut voir ici. Et on a un bilan de nos frais engagés. À titre d'exemple, dans ce Startup Weekend, je l'ai fait sur mon véhicule. Ma petite Citroën C4 que j'utilise depuis bien longtemps, qui arrive à 200 000 km, sachez qu'elle me coûte 175 € par mois. 10 centimes le kilomètre. Ce qui est tout de même énorme. Mais on a décidé de ne pas s'arrêter là. Bien entendu, le plus important, c'est de pouvoir vous proposer les préconisations par rapport à ce que vous avez renseigné sur votre carnet d'entretien. Donc mes plaquettes de frein, je vais devoir les changer en mars. Il va falloir que je commence à mettre de côté. On ne s'arrête pas là, encore une fois qu'on est inscrit sur cette plateforme, il faut pouvoir nous alerter lorsqu'on a réellement besoin d'aller au garage. Donc nous souhaitons pouvoir alerter tous les clients, toutes les personnes inscrites sur notre plateforme à travers des notifications, des mails, pour leur dire attention, vous avez une préconisation, nous avons une préconisation à vous proposer. Car c'est quoi? C'est un site internet. On peut y faire du consulting. On apporte un suivi personnalisé à chacun des utilisateurs de notre plateforme pour tous les propriétaires de véhicules désabusés. Pour se faire connaître, c'est bien entendu via du référencement, via les médias. Il y a beaucoup d'articles qui évoquent ce problème de surcoût du véhicule, qui est un problème récurrent pour chaque automobiliste. Et d'éventuels partenariats. Comment est-ce qu'on finance tout ça? Alors, on a bien travaillé ce week-end, mais on a encore des frais de développement, puisque vous imaginez qu'en un week-end, on ne peut pas forcément tout implémenter. Donc on a encore du travail là-dessus, on a de la maintenance bien entendu, puisque tout ce qui est fait, il faut quand même pouvoir le maintenir, il faut pouvoir mettre les carnets d'entretien un jour. On a de la publicité également, à travers les médias, à travers le web, pour se faire connaître. On encaisse quoi? On a des informations extrêmement clés, extrêmement importantes. Nous, à CAR, on peut déterminer les personnes qui vont avoir bientôt potentiellement une facture de 600 €. Pourquoi pas faire un crédit consommation? Pourquoi pas leur proposer un crédit consommation? Nous, on est capable de dire toutes les personnes qui doivent changer leur courroie de distribution par rapport à leur carnet d'entretien. Les garages pourraient être très intéressés pour faire de la prospection. Un système premium, nous avons des données, nous proposons à nos clients, donc c'est gratuit pendant 3 mois, et chaque consultation de préconisation, on la facture à 1 €. On propose 1 € pour la consultation. Passer 5 consultations, l'offre est illimitée. Nous avons un encart publicitaire également extrêmement intéressant, puisque derrière, nous pouvons proposer des pneus, par exemple, des publicités pour le Halo Pneus, Novoto, pour des personnes qui ont réellement besoin de changer leurs pneus. Une publicité adaptée. Hop. Désolé. Merci, Car. Voilà. Là, écoutez, la team. J'ai pas très bien compris d'où viennent les informations qui permettent de faire du préventif. Alors, donc le préventif. Comment prévoir potentiellement le changement d'un filtre à gasoil? Si on pose cette question comme ça. Un filtre à gasoil, on doit le changer, je ne suis pas garagiste, mais nos carnets d'entretien précisent tous les 20 000. Ils précisent potentiellement une tranche de kilométrage pour pouvoir changer ce filtre à gasoil. À partir du moment où je l'ai changé à 16 000 km, admettons, je dis n'importe quoi, je sais que je vais devoir le changer tout simplement à 36 000 km. Je voulais juste demander, vous proposez donc d'anticiper les frais pour pouvoir payer, en fait, mais est-ce que vous proposez des solutions aussi pour réduire ces frais? Parce qu'au final, c'est ça qui est intéressant, non? Bien sûr.
Alors, je vous ai parlé de mes 175 € par mois. Moi, mon véhicule, j'attends souvent pour aller au garage quand je tombe en panne. Alors, en faisant le petit calcul, si j'allais au garage plus courant, à chaque fois que réellement que mon carnet d'entretien me le précise, ben, j'aurais pu économiser en faisant le calcul des frais que j'ai engagés supplémentaires, que j'ai engagés en trop par rapport aux réelles dépenses que j'aurais pu réaliser. J'aurais gagné quelque chose comme 25 € par mois sur mes 175 €. Donc, qu'est-ce qu'on y gagne? C'est que quand on va au garage, on y va, enfin, en tout cas, dans mon cas, j'y vais malheureusement trop tard. Alors que si j'avais un entretien plus rigoureux, plus courant, ben, je n'aurais pas tous ces frais engagés. Juste revenir sur le système premium, j'ai pas bien compris comment ça fonctionnait. Le temps qui fait que... Ouais. Alors, le système premium, on est parti sur une gratuité pendant 3 mois. De tout. Passé ces 3 mois, on peut consulter ses factures, le carnet d'entretien numérique est toujours accessible, bien entendu. En revanche, la préconisation, le calcul en fait justement, je dois changer mon filtre à gasoil dans 20 000 km, cette préconisation, on sait qu'il y a quelque chose à faire. Pour consulter cette préconisation, on demande 1 € à chaque personne de la plateforme. Il sait qu'il doit aller au garage, mais il ne sait pas pourquoi. Donc c'est ça le système premium. C'est 1 €, puis passer 5 consultations dans l'année, on considère que il allait 5 fois au garage, enfin, il a besoin de 5 préconisations, on lui offre l'illimité sur ces préconisations. Est-ce que vous avez une idée de ce que utilisent les grandes entreprises avec les outils de gestion de flotte de véhicules? Alors on est allé au garage, comme ici on a la chance dans une zone où il y a beaucoup de garages, donc on est allé à leur rencontre. Les propres garages ont souvent leur carnet d'entretien. Bonsoir à tous, donc je vais vous parler de Givy, l'accélérateur de bonnes actions. Ce week-end, on était avec Charles dans notre équipe, il a 25 ans, il est jeune et il a peu de ressources. Et pourtant, il a envie de donner à des associations. Et il y en a 4 qui lui tiennent à cœur. Donc comme il passe ses journées sur Internet, il va faire des dons en ligne. Et voilà à quoi ça va ressembler pour Charles. 4 fastidieux formulaires qu'il va devoir remplir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il en a pour une bonne vingtaine de minutes. Nous, ce qu'on propose, c'est une expérience entre la magie et la physique quantique. On va passer de 20 minutes à 5 minutes. Comment? Grâce à Givy. Comment ça marche? Vous allez sur notre site internet et vous vous inscrivez une bonne fois pour toutes. Vous choisissez un abonnement. 10 €, 25 €, 50 € en fonction de vos moyens. Ensuite, au fil de vos déplacements sur Internet et sur vos visites sur les sites associatifs, vous allez voir, pour les associations partenaires, petites ou grandes, un bouton. Charles, il va cliquer 1 fois dessus, il va choisir le montant qu'il souhaite donner à cette association, le don est fait, ça lui a pris 10 secondes et l'association est contente, elle a récolté des dons facilement. Charles retrouve sur l'interface d'administration de Givy l'historique de ses dons et là où il en est au niveau de ses dons pour le mois courant. L'argent qui n'a pas été dépensé durant le mois est automatiquement réaffecté à l'association qu'il a déclarée dans ses paramètres. On lui propose de partager son acte sur les réseaux sociaux et il y a un petit côté gamification avec un principe de badge. Et s'il a par exemple fait 4 dons au cours de l'année à des associations de liberté de la presse, on va lui octroyer le badge journal. Évidemment, à la fin de l'année, on va compiler pour lui l'ensemble des PDF de relevé fiscal et lui fournir un seul PDF qu'il pourra transmettre à l'administration. Si je suis passé un peu vite là-dessus, vous pouvez d'ores et déjà aller sur givy.co, le site est en ligne, fonctionnel, vous pouvez vous inscrire, on a pré-rempli un faux numéro de carte bleue, vous pouvez y aller, et aller sur le site de la cantine, dans la partie La Cantine, qui a accepté de mettre le code HTML. En quelques secondes, Jessica pourra le confirmer, et faire, bon, pour l'instant un faux don, mais on espère bientôt un réel. Maintenant, je vais vous parler de ces jeunes gens que vous voyez souvent au Kawe au niveau de l'espace Jaurès à Brest. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils travaillent pour l'entreprise ONG Conseil, et pas pour Médecins sans frontières. Pourquoi il y a des entreprises qui font ça, qui proposent ces services? Tout simplement parce que les associations ont une partie de leurs ressources qui sont allouées à la collecte de dons, qu'on appelle les frais d'appel à la générosité. Ça va de 3,5% pour Médecins sans frontières, ce qui représente 13 millions d'euros, jusqu'à parfois Oxfam, c'est quand même plus d'un quart de son budget. Et pourquoi ils font ça? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les dons représentent plus de 4 milliards d'euros par an
au moins en 2015. Alors nous, par rapport à ça, comment on va gagner notre vie? On va prendre un pourcentage. Comment? Les 10 € que les donateurs font iront réellement à l'association. Ce qu'on fera, c'est qu'on va émettre en parallèle une facture de prestation de collecte de dons, comme ce que font les autres entreprises de collecte de dons. On a contacté ce week-end l'ancienne directrice adjointe de la Croix-Rouge Finistère. On lui a demandé ce qu'elle pensait de la tarification de 20%. Elle nous a dit que c'était on ne peut plus correct, étant donné que d'habitude c'est plus de l'ordre de 40%, comme ce que fait ONG Conseil. Par rapport à notre business plan, voilà où on en est. On est parti sur un revenu mensuel par donateur de 17 €, avec un taux de croissance de 35% du nombre d'utilisateurs tous les mois. On arrive à un point d'équilibre au bout du 20e mois, et donc on a besoin de 28 000 € pour commencer, pour arriver à ce point d'équilibre. Mais malgré tout, au-dessus de tout ça, ce qui est le plus important, c'est que au moins durant ces 20 mois, on aura donné plus de 408 000 € à des associations. Voici l'équipe: Benoît, développeur front-end et DevOps, Julie qui s'occupe de la partie commerciale, et Charles, notre graphiste et designer. Merci de votre attention et rendez-vous sur Facebook. Excuse-moi, j'ai pas compris, c'est 20% de quoi? 20% des montants collectés pour les associations. C'est-à-dire que si par exemple on collecte 100 € pour la cantine, on va leur fournir les 100 € et on va émettre une facture de prestation de collecte de dons, comme ce que font donc de 20 €, tout à fait. Moi j'ai une question sur t'as mis qu'il y avait 3 prix, 10, 25, 50. Oui. Ça c'est tous les mois, du coup les gens s'abonnent pour créditer leur compte chaque mois. Tout à fait. En disant tous les mois je vais donner 10 € quoi. C'est ça. D'accord. Ok. Vous êtes obligé d'être un abonnement mensuel. Oui. Et c'est ce qui se fait dans la pratique, je veux dire, des montants comme ça? Des montants comme ça, avec ce format de régularité, non, parce qu'en fait, les associations, quand elles font des appels à dons réguliers, c'est en général pour les gros donateurs, donc ça commence en général à partir de 90. Nous, ce qu'on sait principalement, et vendredi soir quand j'ai pitché, c'était plutôt le micro-don. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur des montants assez, on va dire, modestes, pour justement pouvoir capter une partie de la population qui ne donne pas. Alors, dans l'exemple, j'ai pris Charles, notre graphiste, qui fait partie de la génération Y et qui a peu de ressources. Mais voilà, parce qu'après, on part du principe que les gros donateurs, eux, vont réellement s'inscrire parce qu'ils veulent recevoir la newsletter mensuelle, savoir comment les ressources sont utilisées. Voilà, ils ont un besoin d'information dont on n'a pas besoin de personnes qui font des micro-dons. Dzień dobry. C'est Akame comme Pomutz. Vous avez compris? Moi non plus. C'est justement Clotilde qui m'a raconté son histoire. Je vous explique. Un jour, elle est allée en Pologne. Elle a eu un problème. Elle a eu un problème de communication. Alors, je vous explique. En fait, elle est partie donc en Pologne, comme je l'ai dit, et désolée. Et donc voilà, elle a eu un problème de communication. Elle a beaucoup bu de vodka en Pologne et elle a passé sa nuit aux toilettes, Clotilde. Et donc, à la suite de ça, elle a décidé d'aller au médecin. Sauf que elle a été dans une pharmacie en Pologne et bien sûr, la pharmacienne parlait polonais et Clotilde parlait très peu l'anglais. Comment voulez-vous expliquer à une pharmacienne qui ne parle pas votre langue que vous avez la diarrhée? C'est très 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 délicat. Voilà. Donc, nous, quand Clotilde m'a raconté cette histoire, nous avons imaginé, ma team et moi, ma super team et moi, une solution pour passer au-delà de la barrière de la langue. Cette solution, c'est MHP, My Health Passport. C'est une application qui va permettre de passer donc au-delà de la barrière de la langue, qui va permettre de communiquer avec un personnel de santé via un système de pictogrammes qui permettra donc d'expliquer où on a mal,
Depuis combien de temps et à quelle intensité? C'est très simple. Le problème de Clotilde est résolu. Je vous explique. Alors, il y a juste à cliquer là où vous voulez. Moi, par exemple, j'ai mal à la tête. Je vais cliquer que j'ai mal à la tête. Ensuite, je vais sélectionner l'organe, c'est-à-dire le crâne. Je vais ensuite expliquer, l'intensité de la douleur, 4 sur 10 par exemple. Ensuite, je vais expliquer depuis combien de jours j'ai mal. Je peux aussi mettre plusieurs symptômes. Je peux aussi en même temps avoir mal à la gorge. Ensuite, il y aura une fiche synthèse qui sera proposée au personnel de santé qui est en face de moi, qui lui expliquera les différents symptômes. La communication est désormais possible. Et ça, le médecin, il peut toujours y avoir un souci de communication, mais ne vous inquiétez pas, il y a une traduction qui pourrait éventuellement être possible. Ensuite, ça, on l'a challengé sur le terrain. On a été voir des professionnels de santé et du tourisme aussi. Ils sont unanimes. Ils la veulent sur le marché. Je ne suis peut-être pas convaincante à l'oral, mais j'espère que tout ce que j'ai dit vous sera... Merci à tous. Et côté business, côté sous, ça se passe comment? Vous gagnez des sous comment? On a pensé à plusieurs systèmes de partenariat en fait. Par exemple, les assistances, par exemple Europe Assistance, qui pourraient avoir des problèmes avec ça. Pas des problèmes. C'est-à-dire que ça leur coûte beaucoup d'argent de rapatrier des étrangers, des voyageurs étrangers. Donc on pourrait leur offrir cette application sous forme de marque blanche. On leur offrir en fait un système de B2B2C. Pour pouvoir faire ça. Il y a aussi les mutuelles qui pourraient être intéressées par ça. On avait pensé aux agences de voyage également, il me semble, et je crois que c'est tout. Peut-être que quelqu'un va penser à quelque chose. Merci. Bonjour. On a il y a des mutuelles en fait qui ont des, comment on appelle ça, des fonds de prévention. Donc ça s'appelle des fonds de prévention qui ne savent pas comment les utiliser. Et donc nous, on leur offre un moyen de les utiliser. Voilà. Bravo pour le pitch, hein. Ça n'a pas été facile, mais tu as pris sur toi, donc bravo. Ouais, effectivement, dans les frais, tu parlais de la traduction, même si vous misez beaucoup sur des pictos, etc. Mais il y a quand même des termes, etc. Et là, vous êtes beaucoup dans une logique, justement, le cœur du truc, c'est être compréhensible de toutes les langues. Donc déjà là-dessus, vous allez intégrer ces frais-là, j'imagine, de traduction linguistique multilangue, puisque c'est un peu le nerf de la guerre pour vous, quoi. Donc ça fait partie de ce que vous avez listé, j'imagine, comme poste de dépenses. Oui, exactement. On a un super développeur aussi qui nous a on avait commencé déjà à éventuellement faire la recherche des pictogrammes. On n'a pas, bien sûr, on a utilisé les pictogrammes. Parce que les pictogrammes ne disent pas tout. Hein. Ce que je veux dire, c'est que tu parles de la douleur au crâne, etc. Mais dans l'exemple que tu disais, sur un dessin, mais sur la diarrhée, tu ne peux pas mettre l'intensité. Ce sera difficile pour la pharmacienne de comprendre. Tu vois, tu as 6 sur 10, mais alors 6 sur 10 de quoi, Donc il y aura quand même des besoins linguistiques importants. Après, pour les douleurs et les symptômes, ce sera un système différent. Parce que... D'accord. Il y a des pictogrammes spécifiques qui existent justement pour ce genre de choses. Et on intégrera évidemment ces pictogrammes-là pour ce genre de choses qui sont assez délicates. À partir du moment où vous avez une première version, vous n'avez pas besoin d'en faire une deuxième, vous avez tout. Alors, donc c'est terminé, vous avez fait votre business, vous revendez ça en marque blanche, au bout de 6 mois, hop, terminé. En fait, vous passez à autre chose, non? Il y a beaucoup de choses derrière qui peuvent se faire. Beaucoup de fonctionnalités à rajouter. Beaucoup de fonctionnalités à rajouter. Il y a les filles qui pourront vous en parler bien. Quelques exemples? Absolument. En fait, quand hier on a été interrogé le personnel de santé,
On nous a dit, c'est vrai, parce que nous, avant, on avait déjà mis en amont des 5 fonctionnalités où il y avait du coup un dictionnaire de médicaments où, par exemple, quand on part à l'étranger, on veut de l'aspirine, bah, on sélectionne, je sais pas, la Chine et on a directement la traduction du médicament. Il y avait aussi des fiches pays qui permettent d'indiquer si le degré de sécurité, s'il y a des animaux qu'il ne faut pas toucher, si l'eau est potable ou non. Tout, en fait, un bagage pour partir sereinement à l'étranger. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Malik Paléco du coup, et je vais vous présenter Retrac. Je suppose que vous êtes tous déjà allés dans des festivals, dans des concerts, dans tout événement à caractère musical. Vous avez vu des très bons DJ, pas lui ou eux, et vous avez absolument adoré. Vous avez passé un très très bon moment, et vous aimeriez le revivre ce moment. Vous aimeriez avoir la liste des morceaux que vous avez entendus par l'artiste, et à cette liste, vous allez la chercher sur Internet. Vous allez le lendemain chez vous, ou quelques jours après, chercher cette liste, par exemple de Birdie Nam à Panorama. Et cette liste, vous n'allez pas la trouver. Vous allez trouver peut-être des articles spécialisés qui parlent de l'artiste, des trucs qui mentionnent l'artiste au festival, mais la liste des morceaux qu'il a joués, à aucun moment vous allez la trouver. Ou par morceaux très disparates un peu partout sur le net. Et c'est très frustrant, parce que c'est quelque chose qui est très très simple. C'est une simple liste copiée-collée par l'artiste, et on ne la trouve nulle part. Vous êtes énervé, vous êtes désemparé. Et tout ça, c'est des émotions très négatives jusqu'au moment où je vous annonce qu'il y a une solution. C'est possible. C'est possible de retrouver, et ce sera possible de retrouver les tracklists des artistes après leur représentation, et ça sera possible grâce à Retrac. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est la solution qu'on vous propose. C'est une solution qui est très simple, un site web. On arrive, on trouve le nom d'un événement, tout simplement, et on trouve le nom d'un événement comme Panorama, et si on veut aller chercher Nekfeu à Panorama, et ben on peut trouver après la liste des morceaux que Nekfeu a passés lors du festival, tout simplement. Comment on gagne de l'argent grâce à cette solution? Comment on est rentable? 2 acteurs, des spectateurs et ce qu'on appelle les distributeurs de musique, iTunes, Google Play, Amazon Music et plein de choses comme ça, qui vont vendre les musiques à la place des artistes. 2 phases pour cette rentabilité, comme la plupart des startups. Au début, on n'a pas beaucoup de trafic, donc une première phase avec peu de trafic et une autre avec beaucoup de trafic. Lorsqu'on a peu de trafic, c'est surtout sur les spectateurs qu'on va se baser pour être rentable, dans le sens où on n'est pas une grosse boîte, on n'est pas Deezer, on n'est pas Amazon ou Airbnb, on ne vend rien en fait. On met à disposition gratuitement des informations. Donc en fait, notre modèle économique, il a très peu de coûts. Il se rapproche beaucoup plus d'un blog ou d'une entreprise qui n'est pas scalable, qui diffuse juste des informations. Un média aussi, par exemple. C'est des coûts qui sont inexistants, donc qui se rapprochent plus d'un modèle économique qui peut être financé facilement par des dons ou des goodies, dans un premier temps. Lorsque le trafic évolue et qu'il y en a un peu plus, on peut se pencher sur quelque chose de plus intéressant et rentable, qui sont les distributeurs de musique comme Amazon ou iTunes. Faut savoir que c'est quelque chose qui rapporte entre 5 et 10% sur des commissions. Si je vends un article d'Amazon ou un morceau d'Amazon ou d'iTunes, je récolte entre 5 et 10% du prix du morceau. Donc entre 5 et 10 centimes pour un morceau à 1 euro à chaque fois. Cette rentabilité, donc, elle est faite grâce à ces distributeurs, Amazon, iTunes et Google Music. Du coup, cette audience, il faut la créer. On a un peu sorti dans la rue, on a fait un échantillon de 100 personnes, et en fait, la plupart étaient intéressés. Les 2 tiers disaient que notre projet les intéressait, et qu'ils étaient intéressés par revoir ces listes de musique après leurs événements. On a également contacté des artistes qui ont été convaincus, des artistes locaux, comme Doga ou Bar Live, qui ont cru en notre projet, et qui sont prêts à participer, à donner leur tracklist, parce qu'ils pensent vraiment que ça a une utilité. Et nous aussi, on pense. On a une bonne équipe, et c'est quelque chose auquel on croit vraiment, on est compétent, on a une pluridisciplinarité qui est assez importante, on a des ingénieurs, des graphistes, mais ça c'est pas vraiment le plus important au final parce que beaucoup d'équipes ont ces compétences-là. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on a compris. On a compris qu'un business, c'était pas pour gagner de l'argent. Un business, c'était pas forcément pour rencontrer des personnes influentes. Un business, c'était pour aider les gens. Un business, c'est quelque chose qui est fait avec une vision altruiste, avec la confiance des gens qu'on va gagner. Quand on regarde la plupart des gens des startups qui se construisent, c'est autour de la confiance et de l'aide des gens. C'est une vision qu'on vous propose. Un grand homme a dit un jour que même si le monde n'est pas grand, la grandeur, au final, c'est pas la richesse, c'est l'intégrité et la positivité qu'on donne aux gens autour de nous. C'était Retrac et c'est ça qu'on vous propose. Merci.
peux me permettre juste un petit commentaire, l'un n'empêche pas l'autre à la fin. Bien sûr, c'est pas le moyen principal, mais bien sûr. Je sais bien, mais on n'est pas toujours obligé d'opposer les deux choses en fait. Je suis d'accord complètement. Juste une question, qu'est-ce qui motiverait les artistes demain à être présents sur votre système? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit comme feedback, quoi? Il y a les artistes d'une part, et il y a aussi les personnes. En fait, votre question, ça part sur comment est-ce qu'on a les tracklists. Je suppose que c'est ça la question. En fait, deux manières. La première, c'est la manière communautaire, un petit peu à la Wikipédia, où c'est les spectateurs qui vont voter pour les morceaux qu'ils pensent avoir entendus. Mais la majeure, ce sera surtout les organisateurs et les artistes qui vont nous donner ces tracklists-là. Pourquoi? Pour un artiste, tout simplement pour avoir un feedback. Alors, bonjour à tous. On va commencer par deux petites questions très simples. Combien d'entre vous dans cette salle, en tant que professionnels, ont déjà procédé à des échanges de coordonnées avec d'autres professionnels? Ok, pas mal. Depuis ces échanges, pensez-vous qu'au moins un de ces contacts a pu changer de coordonnées, de fonction ou même d'entreprise? Ok, soyez pas timide. Pas mal, ok, merci. Alors, nous, on est une équipe donc de 7. On est 3 à être de Brest Business School, et donc en tant que porteur de projet, moi-même, Antoine et également Romain. Il y a 4 développeurs web qui nous ont rejoints afin de pousser ce projet aussi loin que possible durant ce week-end. Donc afin de nous plonger un petit peu dans l'ambiance, je vais vous raconter 2 petites histoires. La première s'est passée il y a 2 jours, lorsque nous étions en train de discuter avec un mentor du startup. Celui-ci est devenu directeur suite au départ spontané de son prédécesseur. Génial, une promotion, certes, mais le problème c'est que l'ancien directeur est parti avec l'ensemble de son réseau. Donc la personne arrive et elle perd tous les contacts qui sont primordiaux finalement au bon fonctionnement de l'entreprise. Et par ailleurs, il n'a pas pris le temps de présenter son successeur à ses fameux contacts. Alors imaginez un petit peu la difficulté de reprendre la fonction de quelqu'un d'autre dans une entreprise lorsque vous ne possédez pas le réseau qui est lié à sa fonction. Maintenant, je vais vous faire part d'une histoire un petit peu plus personnelle. L'année dernière, j'étais en stage pour le Télégramme lors de la foire exposition de Brest. J'étais responsable des animations et de la clientèle VIP. Et cette dernière m'a fait part du manque de communication concernant la relation client. Il y avait un manque d'accompagnement. Certaines personnes, finalement, en fait, avaient changé de conseiller. Il y avait des cartes de visite qui étaient devenues obsolètes. Et du coup, il n'y avait aucun moyen d'entrer en relation avec un conseiller. Donc, ce que l'on en retire finalement, c'est que la communication est fondamentale dans les relations professionnelles, mais que parfois, il y a un problème lié à la mise à jour de ce réseau. Donc c'est l'humain qui est souvent mis en contribution pour alimenter un fichier. Et le problème aujourd'hui, c'est que cet humain, ça lui prend du temps. Et nous, ce qu'on veut, c'est automatiser ce processus de mise à jour du réseau. Donc avec l'équipe, on s'est posé 2 questions très simples. Comment faciliter la transition d'un carnet d'adresses pour un poste donné dans une entreprise? Et la deuxième question, comment permettre à une entreprise d'avoir un fichier contact qui se met à jour automatiquement pour qu'il soit toujours viable? Notre solution se divise en 2 parties. La première est une application de dématérialisation des cartes de visite. Donc elle permet d'en recevoir, mais également d'en émettre. Cette dernière fonctionnalité n'est possible que si l'utilisateur est synchronisé avec la carte créée par l'entreprise, virtuellement parlant. C'est un petit peu compliqué, j'ai perdu personne. Ça va, ok. Parce que c'est là qu'intervient la seconde partie de notre solution, le back-office entreprise. Donc c'est une plateforme à destination des entreprises qui leur permet de créer et de gérer les cartes visite numériques. La spécificité de Connect, c'est que ces entreprises vont créer des cartes uniques pour chaque poste dans l'entreprise. Avec donc ces 2 outils, on peut répondre aux 2 problématiques qu'on a évoquées précédemment. Il faut savoir que lors d'un changement de poste dans une entreprise, la personne sortante se désynchronise de la carte poste qui lui a été attribuée par l'entreprise et laisse la personne qui lui suit se synchroniser. Donc la transition du réseau est facilitée par cette carte poste qui, elle, est permanente et permet de conserver tout le réseau qui gravite autour d'un poste. De plus, lorsqu'il y a un changement sur cette carte poste, que ce soit un changement d'individu, de numéro de téléphone ou de mail,
Tout le réseau qui gravite autour de ce poste est mis au courant par une simple notification. Notre modèle économique, quant à lui, est fondé sur la vente de comptes entreprises sous forme d'abonnement mensuel. Celui-ci est calculé en fonction du nombre de cartes qui sont créées par poste dans l'entreprise. Nous souhaitons également avoir une démarche terrain afin de convaincre les entreprises de s'abonner à notre service. Aussi, un système de parrainage gagnant-gagnant est mis en place dans l'application afin de pousser les utilisateurs à partager l'utilisation. Je finirai en vous rappelant ce qu'un vieux sage a dit un jour: lorsque le coup de tonnerre éclate, il est trop tard pour se boucher les oreilles. Vous l'aurez compris, Connect arrive et vous ne pourrez pas l'éviter. Merci. Moi, je me pose une question. Est-ce que vous ne confondriez pas le fichier client, qui va rester avec une entreprise, et le réseau que je vous engage tous à développer, le réseau que vous apportez, c'est juste un réseau créateur d'opportunités. Et quand on embauche un directeur commercial, on va négocier son salaire aussi en fonction de son réseau, parce qu'on sait qu'il va nous aider à déclencher du business. Ça, c'est normal. Qui part avec, normal, il a tissé des relations avec ces gens-là. Donc, expliquez-moi en quoi vous voyez... j'arrive pas à comprendre si vous faites vraiment la différence entre les deux. En fait, c'est pour ça qu'on a une application mobile et après un back-office. C'est-à-dire que l'application, c'est par exemple pour votre directeur commercial qui va se créer son réseau. Et en fait, le back-office, ça sera plus pour la gestion du fichier client et cette mise à jour automatique. C'est-à-dire qu'on va se servir de la dématérialisation des cartes de visite pour mettre à jour automatiquement le fichier contact d'une entreprise. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non ? C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il se désynchronise, il y aura un duplicata du réseau qui a été fait entre l'entreprise et le salarié. Bonjour à tous. Est-ce que vous le connaissez, lui? Non? Bon, ça, c'est un de nos potes. Il s'appelle Jack. Et Jack, c'est un super pêcheur. Et ce qu'il aime, Jack, c'est pêcher des gros poissons. Alors Jack, il fait partie de ces 2,5 millions de Français qui pêchent de manière régulière et qui dépensent tous les ans à peu près 680 € par an de dépenses. Ça fait, vous le savez, non, j'ai fait le calcul pour vous, ça fait 1,7 milliard de marché en France sur l'article de pêche. Mais ça, Jack, il s'en fout. Parce que c'est pas simple son problème à Jack. Son problème à Jack, c'est la législation. Jack, il n'est jamais au courant de savoir si le poisson qu'il a pêché, il va pouvoir le consommer. Et conclusion, quand Jack il arrive au port, il se fait gauler par les gendarmes et il ne peut pas manger son poisson, il a juste une belle grosse amende bien salée. C'est là que nous on arrive avec Fisher. Fisher, c'est quoi? C'est l'outil qui permet aux pêcheurs d'être au courant de la législation de leur pêche et puis de partager aussi leurs gros poissons. Alors comment ça marche? Ça marche avec un outil de reconnaissance visuelle. Quand vous pêchez, vous prenez en photo votre poisson, l'outil reconnaît le poisson et tout de suite vous donne l'information sur la législation, la réglementation qui est en cours sur ce type de poisson, les lieux de pêche, les quotas, et ainsi de suite. Et vous pouvez aussi rentrer vos infos sur le poisson que vous avez pêché pour garder dans vos statistiques. Puisque vous avez un outil de statistique en ligne, enfin sur votre mobile ou directement sur la plateforme en ligne, dans lequel vous allez retrouver toutes vos infos géolocalisation là où vous avez pêché, les cumuls de pêche et les espèces. Mais ça va plus loin que ça, parce que Fisher, c'est surtout un super réseau social pour les pêcheurs. Il peut partager le pêcheur avec tous ses potes, ses grosses prises, parce que vous savez, les pêcheurs, ils sont bien posés avec leurs poissons. Et il peut se faire des gros défis avec ses potes sur les bonnes prises, puisqu'il va cumuler des points selon le poisson qu'il a pêché. Et c'est génial ces points, parce que ces points-là, ils permettent d'avoir des réductions exclusives sur les produits qui l'intéressent. Pas n'importe quel produit, le produit que lui, il utilise pour ses poissons. Parce que grâce à notre base de données, nous, on peut le conseiller sur les bons produits, et on fait ça avec nos partenaires de distribution de produits de pêche. Alors, comment on va chercher le premier client? Parce que c'est ça le problème. Comment on va chercher les premiers pêcheurs sur Fisher? Bon, on fait de la presse, un peu sur la presse spécialisée, on peut faire les salons de pêche, ça c'est très bien. Mais comme on est breton, on va organiser le premier Fisher Brest Challenge, qui est un concours de pêche et qui va permettre de gagner en notoriété sur notre outil. Après, on va gagner de l'argent. Alors, on va vous expliquer comment. De 0 à 18 mois, on va marcher sur des annonces publicité ciblées. C'est exactement ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on appelle le click and view. Donc, simplement, l'utilisateur qui va voir des publicités qui l'intéressent sur son site et ça fait de la redirection vers nos clients. Et c'est eux, nos clients. On va démarrer avec 5 personnes et on fera à peu près 120 000 € de chiffre d'affaires. Ensuite, de 18 mois à 3 ans, là, on va commencer à avoir de la masse critique. Et donc, on va devenir une marketplace. On va pouvoir négocier des tarifs spécifiques avec nos clients
on va vraiment monter en personne, on va avoir 10 personnes. Et là, comme c'est une marketplace, qu'on a plus de monde et qu'on a des prix spécifiques, on arrive tout de suite sur du 9 millions d'euros. Et on peut arriver sur une phase 3, qui arrive de 3 à 5 ans, c'est une phase de maturation. Donc là, où on a 500 000 utilisateurs de Fisher, c'est ce qu'on appelle de la big data. Cette big data, on va la vendre à qui? On va la vendre toujours à nos clients, ça intéresse forcément. C'est données pêcheurs. C'est une société qui tourne avec 50 personnes et qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, Fisher, c'est bien, c'est un super outil, mais derrière, c'est aussi une belle équipe. C'est une équipe qui s'est rencontrée ici, au Startup Weekend. On a Raphaël, qui est plutôt le profil business marketing. On a Adrien, un mec hyper sympa, qui est hyper bon en front design. On a Clément. Alors Clément, c'est lui, c'est de lui que vient le projet. C'est un mec qui a une vision stratégique. Nous, on peut tomber amoureux de Clément. Voilà, bon, moi, accessoirement, je m'occupe un peu de la com. Et puis, il y a Glenn, qui est un super développeur et qui a la plateforme qu'on vous a montrée. Bien sûr, aujourd'hui, elle est en prototype, on peut l'essayer. Enfin, on l'a développée pendant tout le week-end et ça fonctionne. Donc, si vous voulez pêcher un gros poisson, eh ben, rejoignez-nous et venez pêcher Fisher. Merci. J'imagine qu'il y a un pêcheur dans l'équipe. Oui. Okay. Quand tu vas pêcher dans des zones qui sont éloignées d'ici, tu bouges beaucoup. Moi, je suis principalement en raid de Brest. D'accord, parce qu'en fait, ma question, c'est sur l'usage. Tu les connais, les poissons qui sont là, tu sais que tu as le droit de les manger ou pas. Moi, je vois de la mobilité potentielle là dans l'usage, et je me demande est-ce que les pêchous, en vrai, ils bougent ou pas? Après, avec l'outil de reconnaissance visuelle, on a moyen de savoir quel poisson on a pêché. Et du coup, bon. La question, c'était même sans ça, quand tu pêches en rade de Brest, tu sais. Oui, ouais, mais pour les pêcheurs occasionnels, les pêcheurs qui commencent, ça peut être un outil pour démarrer, pour savoir ce qu'on pêche. D'accord. Ça marche pour les coquillages. Parce que c'est pas toujours pour les coquillages. Ouais, c'était un peu la même question pour moi dans le sens où, alors moi je suis pas pêcheur, mais je côtoie des gens qui pêchent et quand ils ont leur coin, ils savent à peu près ce qu'ils vont trouver en fait donc je les vois mal prendre en photo. S'ils ont eu un macro, prendre en photo le macro, ils sont un peu au courant des tailles, etc. Et sur le côté où on partage, pourquoi pas, mais quelqu'un qui a un bon coin à pêche, vous pensez qu'il va partager pour dire aux autres, wow, j'ai trouvé ici, c'est un bon coin à lieu, vous pensez qu'il va l'afficher? Sur Fisher, il ne partage pas son coin à pêche, il partage ses prises, donc il est fier de son poisson. On voit toujours les pêcheurs posés sur internet avec leurs gros poissons, c'est ça qu'il partage. Le coin à pêche, il le garde pour lui, sur sa base de données, sur ses stats. Alors, bonjour à tous. Et si je vous proposais d'écouter de la musique autrement? Alors, je vais commencer par vous conter une petite histoire. C'est l'histoire de Johan. Johan, il est arrivé avec une idée vendredi. Donc, Johan, il a 25 ans. Ce qu'il aime dans la vie, c'est la musique et passer du beau temps avec ses potes. Alors, comment ça se termine en règle générale? C'est bon, on va boire un verre dans le premier bar du coin et on va passer une bonne soirée. Et ensuite, le côté musique. Johan, qu'est-ce qu'elle aime la musique? Tout simplement, c'est le partage. Pouvoir partager des musiques qu'il aime et découvrir de nouveaux morceaux. Mais également, pouvoir rassembler ses amis autour de cette passion. En partant de ce principe-là, Johan a eu une idée. Et si on vous proposait aujourd'hui de pouvoir choisir la musique que vous écoutez actuellement, que vous entendez dans le bar actuellement? C'est de cette idée que Unch est né. Alors aujourd'hui, dans les bars, tous les bars diffusent de la musique, sans exception. Majoritairement via des applications de streaming musical telles que Spotify ou Deezer. Unch sera tout simplement une interface entre vous, utilisateurs et consommateurs, et cette musique. Via un système de vote, en fait, vous pourrez tout simplement choisir la musique que vous souhaitez écouter. Vous aurez le choix entre 5 chansons qui vous seront proposées, et vous voterez pour celle que vous souhaitez écouter. La chanson ayant obtenu le plus de voix pourra alors être diffusée à la suite de celle déjà en cours. Alors bien sûr, notre objectif à nous, c'est de convaincre les gérants de bar que c'est utile pour eux, que ça a vraiment un intérêt. Alors ce qu'on a fait avec Johan hier, on a fait tourner les bars, clairement. Bon, dans la limite, quand même, parce qu'il ne faut pas déconner, on est là pour bosser. On est là pour bosser, et du coup, on leur a présenté notre projet. Savoir ce qu'eux en pensaient, savoir est-ce qu'ils étaient d'accord avec nous. Et vraiment, oui, ils sont d'accord avec nous. Les retours qu'ils ont eus sont très positifs. Ils seraient prêts à utiliser notre concept directement auprès de leurs clients, pour avoir des retours
et faire que le client se sente à l'aise, faire que le client reste. Vraiment, ce qu'ils voulaient, c'est eux, ce qu'ils nous ont dit comme argument, c'est ils veulent valoriser le client. Lui redonner tout simplement le pouvoir, ou au moins qu'il ait l'impression d'avoir le pouvoir, qu'il se sente à l'aise, qu'il veuille rester, qu'il veuille consommer. L'impliquer dans la soirée, qu'il se sente vraiment acteur et pas juste spectateur. Et bien sûr, améliorer l'affinité qu'il a avec l'établissement dans lequel il se trouve. Tous ces arguments font que les gérants de bar sont prêts à travailler avec nous. À côté de ça, pour les utilisateurs, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de pouvoir participer à un événement, on va dire, original, pouvoir choisir collectivement, participer tout simplement à la soirée dans laquelle on est, et pas juste être spectateur, être vraiment acteur de la soirée. Alors pour lancer ce concept, on pense au début partir sur des soirées. On a discuté avec les gérants de bar qui sont d'ores et déjà prêts à nous accueillir si notre site fonctionne dès le week-end prochain pour faire des premiers essais, avoir des premiers retours de la part de clients et bien sûr de la part des barmen. Donc ils sont donc d'ores et déjà prêts à nous accueillir pour faire des essais. Côté revenus, alors on a deux choix qui s'offrent actuellement à nous. Un premier via un abonnement mensuel à la Spotify ou à la Deezer, aux alentours de 10 € par mois. Un deuxième choix qui s'offre à nous, c'est nouer des partenariats avec des maisons de disques, des jeunes artistes qui souhaitent se faire découvrir. Donc tout simplement en mettant en avant leurs morceaux, faire que tous les X chansons, tout simplement une nouvelle musique que potentiellement personne ne connaît, ou en tout cas très peu, soit mise en avant pour faire la promotion justement de ces jeunes artistes et la faire découvrir aux autres utilisateurs. Je pense que vous voyez tous actuellement les pubs assez intrusives que nous avons sur Spotify ou Deezer quand vous n'êtes pas premium. Ça marcherait tout simplement un peu de la même façon. Sauf qu'au lieu d'avoir une pub invasive, intrusive, de 30 secondes, vous découvrirez une nouvelle musique, un nouvel artiste qui potentiellement pourrait vous plaire et que vous pourriez par la suite suivre et bien sûr apprécier. Alors notre team, bien sûr, on est une team de 5 personnes. On a Johan et moi-même qui nous occupons de la partie commerciale et marketing. On a Julie, notre graphiste, qui nous a pondu un logo magnifique, en tout cas moi je le trouve magnifique, et c'est tous les retours vraiment qu'on a eu depuis le début. Et bien sûr nos deux programmeurs, Benjamin et Léo, qui ont travaillé d'arrache-pied. Et travaillé d'arrache-pied pourquoi? Tout simplement pour vous proposer un prototype. Un prototype qui fonctionne d'ores et déjà, et qui est prêt à être utilisé, et tout simplement, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en ce moment même en train de l'utiliser. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais tout en bas de la page, on a une petite adresse, c'est l'adresse tout simplement de notre site. Vous allez sur ce site et vous pouvez choisir entre 5 morceaux. Bon, là on n'entend pas beaucoup, mais il y a une musique qui se diffuse, et cette musique vous avez choisie. C'est vous qui avez été acteur de ce speech. Donc, merci pour vous. Merci. Comment vous positionnez par rapport à une start-up nantaise qui s'appelle Thunderbox et qui, je crois, est sur un système à peu près analogue? Qui a coulé d'ailleurs, si je me dis. Ah. Et pourquoi ils ont coulé? Alors, Thunderbox. Parce que pour moi, c'est un peu le même système. On est sur des playlists collaboratives où les utilisateurs du bar vont voter en temps réel, etc. et vont choisir les prochains morceaux. Oui, donc Thunderbox, on n'a pas réussi à avoir énormément d'informations sur eux, malheureusement, mais ce qu'on a réussi à trouver, c'est que je pense qu'ils n'ont pas démarré de la bonne façon, ou ils n'ont pas visé la bonne cible au départ, ce qui fait que ça n'a pas pris. Mais nous, on a trouvé un système qui plaît déjà, qu'on pourrait déjà essayer, et voilà, c'est à essayer, quoi. Donc, eux, leur cible, c'était quoi, juste pour mon info perso? Eux, ils étaient partis plus sur les utilisateurs. D'accord. Et donc, du coup, ça rejoint ma question suivante. Vous êtes sur 10 € par mois et par bar? Ok. Bon, pour rester dans le même Question liée, les bars, il faut les équiper? Non. Comment vous faites? C'est un petit programme qui vient se coller, s'additionner à Spotify ou Deezer. Il va aller chercher directement des playlists. Donc il faut que le bar soit quand même relié à Internet. Mais justement, on a présenté le projet clairement aux gérants de bar hier dans la journée. Donc tous les retours sont positifs. Ils sont prêts à le faire dans la mesure où ça ne dépasse pas les 10 € qu'ils payent déjà en plus pour Spotify et Deezer. Ils sont prêts à mettre 10 € en plus. Ouais, tout à fait. En plus.
parce que justement ils pensent que incitera les gens à rester parce qu'ils se sentiront à l'aise, ils se sentiront vraiment bien dans l'ambiance qu'ils construisent eux-mêmes en fait, tout simplement. Bonjour, je suis Nicolas Diaz et je vais vous présenter le projet Baguette Advisor. Je suis un passionné de la vraie bonne baguette et j'ai horreur de me retrouver dans des situations où il y a trop de queue, où je cherche éperdument une baguette. Là, c'est à Vegas, avec Régis. En 2000, on est vénère. Du coup, je me suis rendu compte que j'étais pas seul. Au moins en France, il faut être un peu patriote. 95% des Français sont comme moi, ne peuvent pas s'en passer. On a un réseau conséquent. Et surtout, on a 2 millions d'ambassadeurs dans le monde. Les expats français. C'est la raison pour laquelle on a créé Baguette Advisor. C'est une application collaborative qui peut avoir une adhésion. On a déjà fait du terrain, on a collecté des avis. 70% des Français donc sondés sont intéressés par cette plateforme, Baguette Advisor, leur permettant de trouver plus facilement une baguette, une vraie bonne baguette, et donc de l'évaluer également, à 85%. Plusieurs témoignages. On a fait du terrain, mais aussi on a eu un blogueur influent, Corben. Il est prêt à vanter les mérites de son boulanger artisan adoré à Clermont. Monique, tout le monde la connaît. Non, elle est anonyme, Monique. Mais en tous les cas, elle marche, Monique, 20 minutes pour aller chercher sa baguette. Et enfin, Romuald, anonyme, expatrié, à Munich, prêt à tout pour trouver sa vraie bonne baguette. Pas évident apparemment parce qu'il n'y en a qu'une. Boulangerie. 20 millions de Français, passionnés comme moi. C'est énorme. Ça fait beaucoup de baguettes. Ça fait un marché global. Très intéressant, n'est-ce pas? L'application collaborative va vous permettre de trouver de manière très simple, d'accord, la vraie bonne baguette. Comment ça se passe? Je suis géolocalisé. Brest même, je trouve la Fournée. C'est ma préférée, top 1. Je renseigne le produit. Baguette tradition, je note. 5 baguettes normales, top 1. Je suis un peu anglophone, pas de problème, the best in town. En fait, c'est pas Nicolas, c'est Donald 29. J'ai bientôt migré en France. J'ai une adresse, baguetteadvisor.com. L'idée, à travers ça, c'est de pouvoir réserver avec un abonnement premium mensuel. On réserve auprès de son artisan boulanger préféré. After work, cadre, dynamique. On a besoin de sa baguette le soir, très important. Le pâté, les cornichons, le vin. Promouvoir, push promotionnel pour les boulangers en mode premium. Il reste 12 baguettes tradition. Plutôt que de jeter, ce serait dommage. On augmente le chiffre d'affaires, on évite le gâchis. Promouvoir, traditionnellement, Régie Pub, partenaire de choix, Fauchon, super, nickel, on pense à le nôtre aussi. Lui c'est Kim, premier abonné premium de Baguette Advisor Corée du Nord. Notez-le, il est anonyme aussi. Super content. Pour convaincre, être partout tout le temps, évidemment, web app, simple. Application mobile, nomade. On couvre le monde entier, d'accord? Dès lors, il y a de la couverture. Pas comme dans les zones blanches. Diffusion à 360. Je ne vais pas m'éterniser. Réseaux sociaux, partage, leader d'opinion, Nancy Corben. Relations presse spécialisées. Faire le buzz, street marketing, pourquoi pas. Faudra voir sur le pourcentage, les gars. Campaign AdWords. Alors, on y arrive. Moment fatidique. Comment fait-on du blé avec du blé? Bon, je continue du coup. Comment fait-on du blé avec du blé? Les formules. On a du freemium avec évidemment de la régie publicitaire. On part sur 2 abonnements premium mensuels toujours avec un point d'entrée donc premium pardon, on va y arriver. Premium donc mensuel avec à hauteur de 0,60 centimes d'euros
mensuel pour une seule personne. Pour les boulangers également, on aura donc un abonnement premium. La courbe, vous avez remarqué, c'est croissant. Qui suit. Encore un et une équipe. Une baguette express. Merci beaucoup. Ouais, pour les questions. Moi j'ai pas de questions, mais simplement dire que c'est bien parce que là on aborde vraiment les vrais sujets, les sujets de fond. Donc voilà, non mais bravo pour la qualité du pitch parce que c'était vraiment, on a passé un bon moment. J'ai faim. Je sais pas qui a une question. Tenez par terre. On fait une promo. Seulement 4. Est-ce que vraiment vous allez pouvoir concurrencer tous les sites de notes des restaurants, des sites à visiter, etc., où on a déjà beaucoup de systèmes de notation? J'ai du mal à voir comment vous allez vraiment vous différencier uniquement sur ce sujet-là. Alors je sais que vous avez prévu, alors je n'ai pas compris pourquoi, un système d'abonnement aussi pour les boulangers. Ah si, c'est pour qu'on puisse réserver à distance les baguettes, c'est ça? Et pour qu'ils puissent pusher sur ces clients premium. Ok. Je suis en train de voir, je suis au business model, oui. Le problème c'est que j'ai décroché depuis le début, j'ai déjà faim. C'est peut-être juste une petite question pour aller chercher vos clients en masse, parce que les boulangeries sont assez nombreuses et disparates et pas forcément faciles à atteindre. Vous avez prévu quel type de budget pour avoir ces actions commerciales de départ? On va recourir aux bases de données. On va recourir aux bases de données de la Fédération des entrepreneurs boulangers, qui dispose de tout le réseau des 32 000 boulangeries pâtisseries en France. Donc qui seront déjà présentes. Et après aussi, tout le challenge va être de susciter cet effet boule de neige d'utilisateurs. Et en fait, on va utiliser ce réseau. Parce qu'on est allé les voir, ces boulangers, ce week-end, pour leur demander ce qu'ils en pensent. On leur a montré le prototype. Et en fait, ils nous ont expliqué que 40 à 50% des produits vendus sont des baguettes tradition. Et du coup, en fait, l'idée c'est qu'on puisse, que eux aussi nous aident en fait à promouvoir ça pour, dans leur intérêt, gagner en visibilité et finalement vendre davantage. Voilà, il y a toute une cible de touristes aussi qui a été donnée. Non mais apparemment il reste des questions. Par contre, ça va poser des gros clivages entre les boulangeries, non? Parce qu'il y en a qui sont vraiment pas bonnes du tout, quoi. Ça les permettra de soumettre. On les a identifiées. C'est bien. Non mais elles peuvent être annonceurs, mais on a un classement quand même. On a de la baguette de tradition de compétition. D'accord. Est-ce que ça va pas rendre compliqué un geste anodin qui est allé acheter une baguette? Parce que s'il faut je dois sortir mon application, la réserver, j'ai raté le temps, alors que sinon je sors, j'en prends une et manger une baguette. Non, là on est sur le gain de temps, clairement. Après, si le fait de naviguer sans GPS, c'est agréable pour visiter et se perdre, pourquoi pas. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Séverine, je suis graphiste depuis plus de 20 ans. Dans mon domaine, on remarque quelque chose d'assez évident. Les agences de communication sont en perte, sont un petit peu en souffrance. Effectivement, on rencontre une problématique, c'est qu'elles sont obligées actuellement d'externaliser énormément. Et en effet, afin de retrouver les spécifications nécessaires à la réalisation d'un projet. D'un autre côté, on a également les freelances, de plus en plus nombreux, qui se retrouvent dispatchés sur des plateformes réseau pro de plus en plus nombreuses également. Le constat, c'est avant tout, c'est essentiellement une perte de temps colossale du côté du client, même du côté des agences, qui va forcément devoir gérer le pilotage, la coordination entre les externes, les freelances et par rapport au projet. Alors du coup, nous ce qu'on propose, c'est My Agency.
On propose non seulement de mise en un réseau de professionnels et de gens avec vraiment des spécificités professionnelles, mais aussi on propose aux clients et à ces freelances de se retrouver sur une même plateforme de travail, une plateforme collaborative. Cette plateforme va permettre qu'ils se rencontrent et de travailler de manière commune sur la même plateforme, sur un même outil. Cet outil va permettre donc non seulement de se rencontrer, mais également de pouvoir échanger, annoter, commenter et également valider les projets de manière groupée, de travail en équipe. Business plan, il est tout simple, c'est commission sur la prestation, dans un premier temps. Et effectivement, on a déjà sondé sur les réseaux sociaux, également sur la start-up, et on a déjà près de 40% qui sont prêts à nous suivre, et on a vraiment déjà des personnes qui sont très intéressées par notre projet. Pourquoi? Parce que ça va faciliter, si un client est intéressé pour faire une campagne marketing vraiment spécifique, avec les médias qui existent aujourd'hui, qui demandent de plus en plus de spécificité, le client ne sait pas forcément se diriger et à qui faire appel. En fait, ça permet la réunion d'une équipe et que cette équipe puisse collaborer ensemble sur une même plateforme. Merci beaucoup. Désolée, je commence peut-être à être fatiguée. J'ai pas bien compris qui est le client et qui travaille avec qui sur la plateforme. Si vous pouvez juste repréciser. Alors, on fait du B2B. Le client, ça peut être une personne, un artisan, une PME, mais ça peut être aussi une agence de communication. Bonjour, donc moi je m'appelle Ronan Moelle et je suis venu vous présenter Gruic. Alors c'est quoi l'idée de Gruic? C'est que comme peut-être certains d'entre vous, j'ai une petite fibre écolo. Maintenant, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais l'impression que s'investir dans l'écologie, c'était un peu s'engager dans Koh-Lanta. Beaucoup de contraintes pour pas beaucoup de bénéfices. Ce qui fait que comme souvent dans ces cas-là, on commence quelque chose, puis au bout d'un moment, on se lasse et on abandonne. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de Gruic, quelque chose qui pourrait me motiver. Gruic, c'est un petit cochon, principe de la tirelire, mais moderne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de réussites actuelles, c'est des concepts anciens qui ont été modernisés. Ce petit cochon, je le crée, le mien il s'appelle Dédé. Pour me motiver, il m'invite à réaliser un rêve. Par exemple, partir une semaine en vacances avec ma femme. Je budgétise ce rêve et ensuite, Gruic va me proposer un premier geste très simple. Par exemple, mettre une bouteille d'eau dans le réservoir de mes WC. Ça peut paraître tout bête, mais mettre une bouteille d'eau dans mes WC, c'est 10 000 litres d'eau économisés par an pour une famille de 4 personnes. 2,50 €, pas grand-chose. C'est toujours ça parce que ma bouteille, elle est dans mes WC pour 15 ou 20 ans. Et tous les mois, j'économiserai 2,50 €. Et toutes les semaines, Gruic va me proposer un nouveau défi. Tiens, aujourd'hui, je peux prendre une douche au lieu d'un bain. Une douche au lieu d'un bain, c'est 150 litres d'eau et 1,20 €. Et ce qui est intéressant, c'est que Gruic, il va automatiser tous ces gestes. Il va les compter pour moi, ils vont s'accumuler. À la fin du mois, il me fait mon bilan et il me dit ce que j'ai gagné. La bouteille d'eau et les 3 bains, 6,10 €, 1150 litres d'eau économisés. Et ça continue. Moi, je me suis mis à faire mon pain. Je vais 3 fois dans le mois au travail en bus. C'est pas grand-chose. C'est 98,14 €. Calcul fait. 6,8 kg de CO2, 1150 litres d'eau. Ça fait beaucoup de chiffres. Et, pour que je continue à rester motivé, il me signale où j'en suis de mon rêve. Encore 2 mois d'effort et je pourrais partir. Je finis par atteindre mon rêve. Parce qu'en fait, tous les mois, quand Gruic me fait mon rappel, il me propose de virer l'argent économisé en début de mois. Comme ça, le salaire vient de tomber, c'est transparent, directement sur mon compte épargne. Et quand j'ai réussi à budgétiser, je pars en voyage. Au passage, idéalement, je mets une petite photo, parce que Gruic, c'est un système communautaire, ça va motiver les autres. Et quand je rentre de voyage, je me fixe un nouvel objectif. J'acquiers, sans m'en rendre compte et de manière positive, un comportement écologique. On peut choisir Gruic pour des tas de raisons.
Lui, c'est Étienne. Il vient d'avoir un enfant. Et comme les jeunes papas, souvent, on a envie de leur préparer un monde un peu meilleur. Et penser directement aux études supérieures, dans 18 ans. La suivante, c'est Isabelle. Elle est maîtresse d'école. Et elle est en charge d'apprendre l'écologie. Ça fait partie du programme aux enfants maintenant. Donc, elle a créé un GRUIC sur l'ordinateur de la classe. Ce GRUIC qui sera alimenté par les gestes que les enfants feront à la maison. Puis ils auront sans doute envie d'avoir leur cochon. Donc, ils vont inciter les parents à en faire à eux-mêmes. Et surtout, lui, Pierre, il est chef d'entreprise. Parce que, on a beau être chef d'entreprise, une des choses qui nous intéresse, bien sûr, c'est de gagner de l'argent. On est aussi humain, on est content si on gagne de l'argent, on sent du bien à la planète. Et puis en plus, lui, il a une problématique, c'est la RSE. Donc en fait, en achetant un gros GRUIC pour son entreprise, qui sera alimenté par les efforts de ses salariés, lui, il va pouvoir communiquer sur ce qu'il aura fait, le nombre de tonnes de CO2 économisées, le nombre de litres d'eau économisés, et en même temps, il gagnera de l'argent. Parce que mine de rien, tous ces gestes écologiques, si les gens se mettent l'ordinateur, la lumière en partant du boulot, ben, il en bénéficie aussi matériellement, quoi. Alors, comment GRUIC acquiert ses clients? Par plusieurs biais. On a déjà le soutien, excusez-moi, ça stresse toujours un peu, le soutien du réseau Biocop. Ils nous ont ouvert leurs portes ce matin. On a pu aller, ils nous ont proposé d'accéder à 2 de leurs commerces. Biocop, c'est de la grande distribution qui fait 30% de croissance par an. Comme quoi, le domaine de l'écologie intéresse les gens. Je pense que les autres aimeraient en faire autant. Il y a les réseaux sociaux, puisque c'est un principe communautaire. Un des défis de GRUIC, c'est de trouver quelqu'un d'autre qui va ouvrir un GRUIC. Il y a la scolarité, comme je vous disais, les maîtresses. C'est motivant, c'est ludique, c'est de la gamification pour les enfants. Et puis, il y a les entreprises qui ont cette problématique de la RSE. Comment GRUIC gagne de l'argent? Parce que pour que ça dure, c'est bien de faire de l'écologie, c'est bien d'être volontaire, mais au bout d'un moment, on se lasse quand c'est du bénévolat. Donc le but de GRUIC, c'est de gagner de l'argent. Sur un principe quand même plutôt coopératif. Merci, 5 minutes, ça passe vite. On passe aux questions. Très bien, vous touchez plein de communautés, etc., l'école, les entreprises, je pense qu'il y a plein de bonnes choses. Est-ce que c'est pas compliqué pour un particulier quand on prend l'exemple du pain? Donc déjà, vous allez concurrencer Baguette Advisor si vous faites... voilà. Donc ça, c'est un premier écueil. Un partenariat, ok. Non, plus sérieusement, est-ce que c'est pas compliqué de calculer soi-même l'économie? Parce que si je dois faire mon pain, il y aura le prorata de ma facture d'électricité, etc. Est-ce que c'est pas compliqué d'aider les particuliers à calculer leur coût de revient? Si, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est ça la problématique. Si je calcule tout ça moi-même, c'est une prise de tête. Donc, GRUIC propose le défi, et c'est intégré déjà dans l'algorithme, il vous dit ce que vous gagnez. Parce que ça a déjà été calculé avec une précision impressionnante. Si vous faites un pain vous-même, c'est 90 centimes de gagné par rapport à l'achat, et 1,75 € s'il est bio. Chez moi, on fait un pain par jour, ça prend 30 secondes, 52,50 € de gagné par mois. Et le matin, on se réveille, ça sent bon le pain. Désolé pour... Est-ce que tu peux juste nous finir sur comment tu gagnes des sous? Parce que du coup, j'ai pas compris. Alors, comment on gagne des sous? En fait, on gagne des sous auprès essentiellement... Alors, les particuliers sont invités à faire un don quand ils reçoivent leur bilan mensuel. Pour la petite chose, on leur propose d'acheter un petit épi de maïs pour le petit cochon. Mais surtout, ce qui nous intéresse, ce sont les entreprises, avec cette problématique de RSE. Les entreprises qui adoptent GRUIC, elles vont payer un ticket d'entrée et elles vont s'engager à reverser un pourcentage sur le PE des salariés pour les motiver, un pourcentage des économies, bien sûr, et 5% des économies à GRUIC. Voilà. On peut également gagner de l'argent parce qu'en fait, on nous a conseillé ce matin, là, un professionnel du domaine, de carrément faire de GRUIC le premier, le leader européen de la banque verte. Puisque maintenant, la DSP2 permet de le faire. En fait, si vous voulez, on a 2 solutions. Soit s'associer à un partenaire bancaire, et dans ce cas-là, on lui offre l'acquisition de clients CSP+. Puisque globalement, les gens qui s'intéressent à ça sont quand même des gens plutôt investis et d'un revenu, on va dire, au-dessus de la moyenne. Actuellement, une banque, ça lui coûte entre 150 et 200 € l'acquisition d'un client. Ensuite, c'est quand même une image qu'on leur vend avec. Ça peut être intéressant.
Merci Gruic. Merci. Bien, bonsoir, donc c'est l'avant-dernier, j'espère que vous êtes encore chaud. Je vais vous présenter l'Astiquette. L'Astiquette, c'est acheter et revendre vos tickets à la dernière minute. Alors, le problème, c'est Taylor Swift. Elle était au Stadium Arena hier soir et les places sont vendues depuis des mois. Et puis il y a Julie qui est fan de Taylor Swift, elle est brestoise, c'est sa plus grande fan. Il n'y avait plus de place, alors elle en a cherché sur eBay, elle en a cherché partout, mais elle n'en a pas trouvé. Puis à un moment, elle a entendu parler de l'Astiquette. Elle est allée sur l'Astiquette et puis elle a vu directement toutes les offres qui se passent à Brest. Et elle a dit « Go, je veux bien acheter un ticket, directement, même à la dernière minute, je serai devant la porte du stade de l'Arena et je suis prêt à le prendre si jamais on me le transmet. » Elle a une notification, donc elle a passé sa carte bleue avant, elle a une notification comme quoi elle est d'accord pour recevoir un ticket. Et puis il y a une autre personne, un de ses plus grands fans de Taylor Swift, Kanye West. Kanye West, il ne peut pas se déplacer, il a un empêchement de dernière minute, qui ne veut pas qu'il y aille. Et donc il est vachement embêté, Kanye West. Nous, on capte le Twitter hier soir, à 19h02, 2 minutes après, on lui dit « Tu sais qu'il y a l'Astiquette, et tu devrais vraiment y aller. » Et donc Kanye West, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre l'Astiquette. Et puis son ticket, pourtant il voulait vraiment y aller, il va le mettre à la disposition des gens qui veulent bien le racheter. Et il va prendre une photo de son ticket. On voit que c'est chez lui, donc il prend la photo. Le ticket, on est capable de manière digitale ou avec un ticket papier donc de le représenter. Il va pouvoir être scanné à l'entrée, donc on ne change rien dans les process. Et si jamais il est vendu 2 heures avant le concert, il est payé plein pot, 60 €. Et puis il va y avoir une dégressivité jusqu'à une demi-heure avant, parce que de toute façon il ne serait pas déplacé et il n'aurait pas pu se faire payer son ticket. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en moins d'1 minute, le ticket, parce que Julie l'avait déjà préacheté, il a été validé, il a été payé, il n'a pas eu à se poser la question. Il vient de récupérer 60 €, mais c'est des crédits. Pourquoi des crédits, la Stiquette? C'est pour acheter d'autres places de concert plus tard et éviter en fait tous les arnaques qui seraient avec du reversement d'argent liquide, enfin d'argent transféré. Donc là, on voit ce qui s'est passé du côté de Kanye West. On voit qu'il y a une notification qui vient d'arriver pour Julie. Et on vient de lui dire félicitations, vous venez d'acheter un billet pour le concert de Taylor Swift. Elle va récupérer la photo, elle va pouvoir le faire scanner et rentrer directement dans le concert. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 54 heures? Il y a eu des choses énormes pour nous. Il y a Kanye West qui nous dit c'est absolument dingue, hein, c'est une demi-heure après qu'il ait connu l'Astiquette, il dit c'est énorme, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait moi-même, mais en tout cas je suis prêt à investir avec amour et respect Kanye West. Voilà. De l'autre côté, on a Taylor Swift qui a posté, parce que Julie, c'est sa plus grande fan brestoise, elle a organisé un rendez-vous quand elle a su, et puis il y a déjà 320 000 likes sur le post, et on a Julie qui dit putain, c'est trop chouette l'Astiquette, grâce à toi, j'ai pu voir Taylor Swift, Best Fan Forever, Magic Moment. Et donc on fait du social. Alors, en termes de value proposition, pourquoi on est innovant? On garantit l'accès, grâce justement à ce système où on évite les fraudes en disant qu'au max, vous allez pouvoir acheter des tickets plus tard, vous n'allez pas avoir d'argent, donc des gens qui voudraient frauder avec des tickets et rentrer des tickets qui ne sont pas en fait valables, ça n'aurait aucun intérêt parce qu'on va bloquer les crédits et on ne va pas leur permettre de racheter des tickets plus tard sur notre plateforme. On a des billets disponibles jusqu'à la dernière minute, des billets digitaux ou papier, tout est transférable, nos papiers sont scannables à la porte, on ne change rien, on ne fait pas installer d'application. Bénéficier d'un tarif imbattable, donc là c'était le concert de Taylor Swift. Il y a des concerts, il y a des places de théâtre qui sont à prendre pour pas cher à la dernière minute, et nous on applique donc une règle de décote. Là vous avez la taille du marché, donc nous on se base sur les 850 000 tickets de concert non utilisés chaque année, ça pèse 34 millions d'euros. Nos clients, les fans d'artistes, les fans de sport et puis les producteurs musicaux. La concurrence, elle est énorme dans le monde de la billetterie, mais sur la niche qu'on veut occuper, on est quasiment les seuls. La Stiquette avec Ticketswap qui fait du J-1, alors que nous on fait du H-0. 3 sources de revenus, 10% de frais de commission sur les billets vendus, ça représente, si on prend 100% du marché, 3,4 millions de chiffre d'affaires. Placement monétaire des crédits en la Stiquette, étant donné que les gens ne reprennent pas un billet tout de suite, nous on va faire travailler cet argent qu'on a encaissé et on va attendre qu'ils reprennent notre place pour la verser. Et commission sur les places des professionnels revendues à la dernière minute, donc du yield management ultérieurement. Les réseaux sociaux vont être le premier vecteur tout de suite pour faire connaître l'application. Ensuite, quand on aura des moyens, on fera du gros hacking robotisé pour aller sur les pages des événements et tout et parler de notre application. L'équipe, vous la voyez au complet, on a déjà un proto, on a tout développé, on a un site et puis il n'y a plus qu'à. Merci de nous avoir écoutés. Qu'est-ce qui va m'empêcher de mettre une armée de robots pour vendre 2000 tickets
rien. Rien, mais par contre, ça ne va pas vous rapporter beaucoup de sous. C'est ça, c'est surtout ça. Pardon. Ça ne va pas vous rapporter d'argent, puisque derrière, vous n'allez récupérer que des crédits. Et les crédits, si jamais on détermine on les paye 48 heures après en fait l'événement, si jamais il y a une dispute, c'est-à-dire qu'à un moment la personne qui l'avait acheté considère qu'elle n'a pas pu rentrer, et nous on va faire une enquête là-dessus, et ben vous n'aurez pas vos crédits. Donc ouais. Sur 2000, s'il y a ne serait-ce que 500 qui se plaignent pas, j'ai quand même ça à gagner 500 tickets. 500 crédits. Quand vous payez pour quelque chose, si vous ne l'avez pas, vous vous plaignez ou pas? Ouais, moi vous avez tort. C'est ma vision. Vous avez parlé de tickets qui pouvaient être imprimables en version papier. Oui. Donc vous devez être sur site devant chaque entrée de concert pour imprimer les tickets? Non, je n'ai pas compris. Non, en fait, pendant le week-end, on a travaillé sur cette application. C'est génial, hein. C'est une appli qui me plaisait, le modèle me plaisait. En fait, il y a déjà une start-up qui fait exactement la même chose en Amérique, qui prend des photos, des billets, permet en fait le scan directement, comme vous pouvez le faire avec un billet Air France, pardon. Ils ont levé 33 millions de dollars avec un modèle exactement similaire avec Google Ventures. Et donc les États-Unis sont déjà passés à la démat du papier via une photo, qu'il suffit juste de scanner, et en clair, en proof of concept, il n'y a même pas besoin de le demander, c'est déjà fait. Voilà, mais on est ravis d'avoir travaillé là-dessus. Mais il y a déjà quelqu'un qui le fait depuis 2 ans avant nous. Ah, là c'est compliqué, là du coup, mince, Google Ventures, tout ça. Ouais, mais pour moi c'était pareil, c'était une grosse déception de voir, je suis désolé, on vous a amené sur un business qui existe déjà, mais en tout cas en Europe, il n'y a pas grand-chose. C'est jamais un souci, hein. C'est pas parce qu'il existe, au contraire, ça veut dire que ça fonctionne. Mais voilà. Donc non, la démat du billet papier, ça marche. Alors moi c'est François. Alors on est parti du constat qu'il y avait... Merci. Alors moi c'est François. On est parti du constat qu'il y avait 40 millions de tonnes de déchets qui étaient générés chaque année par des professionnels, donc des artisans, lors de chantiers ou des gros professionnels. Et en fait le problème c'est pas les 40 millions de tonnes qui sont faites, mais c'est comment en fait, elles vont être traitées par la suite. En fait, ça pose un problème logistique dans un premier temps pour ces entreprises, parce qu'elles font face à une fluctuation de prix des coûts de ramassage en fait, par des entreprises, de recyclage. Et donc elles vont avoir un problème de trouver un acteur rapidement si elles veulent avoir au meilleur prix. Et parallèlement, il va y avoir des acteurs, donc des transporteurs, des entreprises de recyclage qui, elles, vont pas forcément être très bien vues parce qu'elles n'ont pas une grosse marque, une grosse éthique, mais qui vont pouvoir se proposer un bon prix et qui ne sont pas vues par cette entreprise. Il y a aussi un problème écologique qui se pose. Alors le problème écologique en fait qui se pose, c'est qu'il y a des contrats nationaux. Donc il y a une grande entreprise à Brest qui fait des meubles suédois, je ne citerai pas la marque, mais qui en fait a un contrat national avec une marque, une entreprise de recyclage, en fait l'agence la plus proche de Brest se situe à Quimper. Donc vous imaginez le nombre de cartons qui peuvent être transportés de Brest à Quimper juste pour les recycler, et donc le nombre d'émissions de CO2 qui peut être rejeté par la suite. On a ce type d'entreprise qui ont un contrat national, mais on a aussi le type d'entreprise qui ne va pas correctement recycler ces déchets, c'est-à-dire qu'ils vont mettre tous les déchets dans, entre guillemets, la même benne. Et du coup, ça va faire beaucoup de déchets qui ne vont pas pouvoir être réutilisés par la suite, donc beaucoup de gâchis au final inutiles. Alors du coup, on a voulu mettre en place Waste Up. Waste Up qui va en fait faire en sorte, qui va être un intermédiaire entre cette entreprise productrice de déchets et les entreprises donc, de recyclage. Alors c'est pour finalement faciliter la visibilité des entreprises de recyclage. Quand je dis faciliter, en fait ça se fait en quelques clics après une inscription. Il suffit juste de référencer le type de marchandise et la quantité estimée. Et de là, l'entreprise de recyclage pourra visualiser les déchets qui sont ramassables et donc faire une offre. Donc ça va participer à la concurrence parce qu'il n'y aura pas une entreprise qui va pouvoir voir ça, mais plusieurs entreprises. Et donc cette productrice de déchets va pouvoir bénéficier du prix le plus intéressant autour d'elle. Et donc l'entreprise de recyclage pourra, quant à elle, avoir une visibilité et un marché pourra avoir un marché assuré
marché assuré. Pour répondre au problème de l'écologie, WasteUp cible uniquement un marché local de proximité et également pense s'associer avec des organismes pour délivrer des labels pour ces entreprises pour assurer un bon recyclage. Donc ce bon recyclage en fait va leur permettre derrière de valoriser ça en image par rapport aux consommateurs. Donc imaginons, je sais pas moi, un maçonnier qui fait bien son recyclage sera peut-être mieux perçu qu'un maçonnier qui lui en fait balance tout en même temps. Alors pour un business model en fait on est dans un système de B2B et on va pouvoir en fait on va être aussi un acteur d'intermédiaire de paiement. Donc par cet intermédiaire de paiement, on va pouvoir prendre une commission en fait, sur chaque transaction. Si on prend 1 euro sur chaque tonne en France, imaginez le nombre que ça peut faire aux chiffres que je vous ai cités précédemment. Actuellement, on n'a pas 40 millions de tonnes à ramasser. Par contre, on a quand même 5 personnes qui ont signé et qui soutiennent le projet sur Brest. Voilà, merci. Donc en fait, c'est une plateforme d'achat. C'est pas tout à fait, c'est pas correctement une plateforme d'achat. C'est une mise en ligne en fait d'un producteur de déchets pour avoir des offres de la part des recycleurs. Ce n'est pas une offre d'achat. Ce sont des prestations de services. Ceci est en fait pour... Ah oui, il faut préciser aussi que le concurrent ne verra pas forcément le prix qu'a donné l'autre. Il va juste faire une offre sur son budget actuel, enfin sur son coût actuel. Une place de marché, quoi. Exactement. Okay, des enchères, tout à fait. À ma connaissance, il y a 2 gros faiseurs en recyclage dans le coin. Vous les avez vus? Pardon? Vous leur avez parlé ou d'une façon ou d'une autre ou... Alors pour tout vous dire, je suis un spécialiste du traitement des déchets. Je connais l'ensemble de mes concurrents. Je travaille dans une entreprise brestoise. Aujourd'hui, ce que je présente intéresse beaucoup de personnes, dont des gros groupes comme Veolia, Suta, Paprec. Je pense qu'il reste encore certaines choses à améliorer. Aujourd'hui, on est parti sur un principe où les déchets qui vont être sur la plateforme ne représentent ce sera que des déchets de chantier. Il y a la possibilité ensuite d'intégrer d'autres déchets. Mais oui, ça va être très très intéressant. Maintenant, il nous reste à contacter justement ces gens-là, leur mettre au défi que cela puisse marcher. Et je pense que ça va marcher puisqu'ils sont très très intéressés. Aujourd'hui, il n'y aura aucune concurrence. Si on veut chercher quelque chose, il n'y a personne qui peut le mettre en ligne directement. Là, justement, ça va faire marcher la concurrence et ça va faire marcher le commerce. Justement, j'ai l'impression que c'est un marché sur lequel, en tout cas, il y a eu pas mal de... On voit qu'il y a des qualités très différentes de capacité de recyclage, c'est-à-dire on peut plus ou moins semblant de recycler. Alors, le système de label, j'ai compris qu'il en fait, c'est déjà les clients, donc ceux qui utilisent la plateforme qui le prennent, mais est-ce qu'il y a aussi de labellisation de ceux qui recyclent? Tout à fait. En fait, la plateforme, elle veut, donc, concernant les déchets qui ne sont pas triés, donc ils coûtent énormément en coût auprès des producteurs de déchets, c'est pour... La plateforme va inciter justement les producteurs de déchets à mieux trier, leur donner peut-être un label ou autre chose, mais en tout cas leur donner une labellisation et donc de réduire également leur coût de déchets. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo à vous. Pendant qu'il y avait le pitch, j'étais en train de travailler pour pouvoir vous présenter ça. C'est dire que c'est improvisé. Le discours, je vais l'inventer maintenant au fur et à mesure que je parle. Je n'ai pas fait de théâtre d'impro depuis longtemps, donc j'espère que vous allez me pardonner.
Donc, encore plus en danger sans lunettes, racontez-moi le week-end. Bien les amis, on va essayer de faire une petite restitution de week-end. Pour ceux qui ont participé, ça va les donner des souvenirs. Pour ceux qui n'étaient pas là, ça va vous donner une idée de ce que vous avez raté et peut-être vous donner envie de venir avec nous l'année prochaine. Donc, d'abord le côté officiel, le Startup Weekend, 54 heures d'efforts acharnés pour transformer une idée dans l'embryon d'une start-up, pour transformer une idée dans ce qui un jour sera une future licorne. C'est classe. Cette année, dans un cadre nouveau, après 3 années à lycée, cette année, on a discuté avec différents acteurs et Brest Open Campus nous a proposé de le faire ici, dans leurs nouveaux locaux. Donc, le cadre était différent, certaines choses ont été différentes, la distribution des équipes, les salles, mais l'ambiance était quand même là. L'ambiance était très studieuse, comme vous pouvez voir, des gens qui travaillaient. Il y avait des post-it et des affiches partout avec plein de notes gribouillées tout au long du week-end. Des gens qui notaient des choses, qui les barraient, qui les renotaient. Des équipes qui étaient bien soudées. Bien soudées. Et cette année, on n'a pas eu de drame, il n'y a pas des anecdotes croustillantes à vous raconter. Je ne peux pas vous dire comme une équipe s'est déchirée. Il n'y a pas d'équipes qui ont changé 3 fois de projet au milieu du week-end. Vous avez été assez sérieux, assez sage. On a eu des moments gourmands, on a eu des pauses repas. Des moments gourmands, je dis. Ouais, des moments croquants gourmands. La tartiflette de samedi, je connais des personnes qui ont fini avec 6 assiettes de tartiflette. Je ne sais pas comment ils sont capables de marcher encore ce matin. Et bien entendu, on est à Brest. Ça ne pourrait pas être un Startup Weekend brestois sans le moment crêpe, avec nos partenaires de la crêpe agile comme tous les ans. Donc, je vous disais, des journées de travail intenses. Des journées de travail que ce sont des fois, que sont souvent prolongées jusqu'à très très tard dans la nuit. En finissant souvent vers 5 ou 6 heures du matin, avec des gens complètement épuisés qui tombaient à dormir à l'endroit où ils étaient en train de travailler des minutes avant. C'était bon. On a eu des conférences motivantes, on a eu notre cher Romuald qui nous a parlé, qui nous a encouragé, qui vous a parlé, qui vous a encouragé, qui a mis de l'ambiance. On a eu des pitch training stressants, on voyait que les personnes essayaient de peaufiner leur pitch, c'était les premiers essais, c'était dur, mais on les voyait qu'ils essayaient encore, que ça s'améliorait. On a eu des mignons, bien entendu. Et je tiens à les remercier. S'il vous plaît, les mignons, vous pouvez vous lever. Allez, les mignons. Merci. En fait, les mignons qui étaient présents tous les week-ends, moi, normalement, c'est moi la personne qui reste tous les nuits. Mais non, cette année, il y avait les mignons là tous les temps. C'était agréable. On a eu des mentors, bien entendu, des mentors qui étaient là, sur chacun des aspects de la création de start-up, à donner des conseils, à essayer de guider les équipes, à essayer de les rendre plus productifs, à que le produit final soit plus abouti. Donc, je vous demande aussi, applaudissons nos mentors. On a eu un facilitateur, mais il n'est pas là, donc on les applaudira quand il arrivera, qui a su mettre de l'ambiance, qui a su présenter les concepts, qui a su animer les équipes, qui était là aussi la plupart des week-ends à encourager et actuer autant comme un facilitateur que comme un mentor dans plein de secteurs. Il va falloir les remercier quand ils reviennent. On a notre jury, qui ne sont pas là non plus, mais tout à l'heure, quand ils reviendront, on les remerciera de leur participation. On a eu une grande bataille. Une bataille acharnée. Une bataille acharnée que, pour le moment, si je lève mes lunettes, je ne peux même pas vous dire si on a fait. On gagne encore. Et c'est le moment de réussir à gagner jusqu'à la fin. Donc, continuez à tweeter, s'il vous plaît. Et, bien entendu, on a eu le soleil brestois. Il y a marre que tout le monde nous accuse de mauvais temps.
Ces photos-là, c'est pas triché, on l'a été pris. Ça a été pris samedi matin. On a eu des beaux temps brestois et on a eu surtout, ce que pour nous, les organisateurs, c'est le plus agréable, on a eu les sourires, le plaisir de voir que vous vous amusiez, que vous avez travaillé comme des dingues, mais vous étiez content de le faire. Vous êtes venus bosser un week-end, et en plus, vous avez payé pour venir bosser un week-end. Voilà. En tout cas, on vous remercie à vous. Et c'est le moment de vous applaudir vous-même. On vous remercie d'avoir été là. Merci. Mais bon, si j'avais été raisonnable, je me serais arrêté là. Bah voilà, je vous ai raconté le week-end. Il y a des gens d'ici, des gens de la métropole qui repartiraient avec un bon souvenir de ce qu'on a raconté. On a nos sponsors aussi. Mais il faut aussi dévoiler un petit peu ce qu'il y a derrière les rideaux. On va raconter un petit peu le côté off de cette Startup Weekend. Il y a la fatigue qui fait des ravages. Des gens qui littéralement s'endormaient partout sur leur ordinateur, dans les canapés, à côté des bars. C'était dur, surtout vers 4-5 heures du matin. Il y a des orgas qui, après quelques mois de préparation, ont découvert que leur santé mentale déclinait. Déclinait fortement, que faut aussi leur santé physique. D'autres que pour se relaxer, bah, ils se donnaient au piano, quoi. C'est dur la vie d'un orga. On a eu des drôles de mascottes. On l'a vu partout ce week-end. On peut dire que c'est quand même presque la mascotte de notre Startup Weekend de cette année. Après la baguette. On a eu des faits de ménage. Oui, mais la baguette, vous ne m'avez pas amené des morceaux de baguette. Elle est là. Oui, mais une fois qu'il a traîné par terre, je ne vais pas la prendre maintenant. Même avec une bonne réduction, Nicolas. Non, mon chef est gratuit. On a eu aussi nos faits de ménage. Elle est où notre fait de ménage? Il est parti, c'est un mignon. Bon, bah, on a eu aussi des gens qui ont travaillé d'arrache-pied le week-end pour réussir à que tout soit bien, à vous faciliter la vie, à que vous puissiez vous concentrer sur votre projet. On a eu des potions magiques. Qui a goûté les patatos? Qui a aimé les patatos? Je vous rassure, je ne pensais pas qu'une boisson naturelle à base de gingembre, menthe et citron pouvait donner autant de patates après 50 heures de Startup Weekend. C'était vraiment une découverte l'année dernière et cette année, encore plus. On a eu des préparations de pitch, disons, non conventionnelles. J'ai regardé ces photos au moins une vingtaine de fois. S'il vous plaît, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous faisiez là? Vous avec la queue de billard. Ah! Chapeau les amis. Il y a des pitcher in pitcher, bien entendu. Inception, de pure inception. Il y a de la physique appliquée. Là, c'était vers 2 heures du matin. On ne savait pas quoi faire avec les gobelets. On est allé voir les groupes. Ceux qui travaillaient n'avaient pas besoin de nous. Ceux qui ne travaillaient pas dormaient profondément. Donc, on a même repoussé les limites de la physique appliquée. On a fait tomber énormément de gobelets. C'était drôle, mais personne n'a pris la photo quand tout tombait. C'était bien dommage. Je crois qu'il est en train de manger de la tartiflette derrière. Oui, là vous pouvez voir. Là, une personne, je ne vais pas dire qui c'est, qui à 3 heures du matin mangeait de la tartiflette réchauffée au micro-ondes sur un assiette de papier. C'est beau. Ça rappelle les sorties de boîte. On a eu tous ces moments-là tartiflette de 4 heures de matin, non? On a des accros au pain au chocolat et au croissant. En fait, ils sont partis extrêmement vite cette année. On a eu des sports. Mais quoi, bande de geeks? Qu'est-ce que vous me dites? Des sports? Bah oui, c'était le Startup Weekend le plus sportif dont je me souviens. On a eu d'abord le concours de burpees avec notre cher Romuald. Des gens qui se mettaient à faire des sports au milieu d'une présentation ici. C'était déjà étonnant. On a eu des street basket. Berlin au 2 heures du matin, des gens qui commencent à faire des baskets dans les couloirs. On a eu aussi une blessée à cause de ça, c'était particulièrement intense comme match. On a de nouveaux sports qui apparaissent, les billard baguettes.
Ça montre aussi que Baguette Advisor peut être pratique pour d'autres affaires. Je me demande si vous avez pensé aussi une déclination pour le tennis ou pour le golf. Le baseball. Ah, le baseball. Ça peut être intéressant, en effet. On a, parlant de golf, des sports de risque. J'aimerais bien savoir, d'abord, qui est le courageux golfeur et surtout, qui est l'inconsciente personne qui dépose autant de confiance sur les golfeurs. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, vous méritez un... Bravo, quoi. Mais bon, en ayant vu ça, je pensais être au bout de mes surprises. Mais il y a encore des sports plus dangereux. Là, ça montre que les Startup Weekend, c'est pas pour les personnes pas courageuses. Vous imaginez? On a eu, bien entendu, notre concours de 100 mètres sur place. J'ai jamais vu autant de monde courir pour ne pas bouger. En plus, ils avaient l'air de s'amuser. On a même fait un classement qu'on va vous montrer à la suite de ma petite présentation. Donc, là, j'aimerais bien demander d'applaudir Kevin, Pierre et Steven qui n'est pas là parce que c'est eux qui ont passé pas mal de temps ces dernières semaines à préparer ceux qui sont là et pas mal de temps pendant ce week-end à les déboguer, à changer de planches parce qu'il y a toujours des personnes qui sont trop énergiques pour les étapes qu'on avait pensées. À la fin, Kevin est allé à Castorama et a demandé quelque chose capable de supporter les poids de 4 personnes. Ils l'ont donné des contreplaqués gros comme ça. Et c'est grâce à ça qu'on a pu finir le week-end. Les concours se sont prolongés tout au long du week-end. On a toute la data, parce que bien entendu, au Startup Weekend de Brest, on aime la data. On fera des courbes, des statistiques, mais je n'ai pas eu le temps de les préparer tout de suite. En tout cas, les gens avaient l'air de s'amuser. Ils avaient l'air vraiment de s'amuser. Et pour finir, ça c'est la préparation de la restitution, à l'arrache comme d'habitude. Pendant que Pierre préparait la suite, moi, je vous faisais cette slide-là, donc je vous demande pardon pour tous les oublis, je vous demande pardon pour avoir piqué toutes vos photos de Twitter sans permission, mais bon, étant donné que vous les avez postées sur Twitter, je pense que vous ne pouvez pas trop même vouloir. Et c'est tout. Merci à tous d'être là.